La déconstruction, c'est un peu le sujet de ce podcast sur Vlan. J'essaye au maximum de déconstruire des imaginaires qui ont bâti notre éducation. Et quand il s'agit d'imaginaire, je pense que l'un des sujets majeurs, ça reste la relation entre les hommes et les femmes. Et aujourd'hui, j'ai le immense plaisir de recevoir Louise Aubéry, qui est peut-être plus connue sur Instagram pour son pseudo My Better Self, qui a également un podcast qui s'appelle In Power, et elle sort un livre qui s'appelle Miroir, miroir, dis-moi ce que je vaux vraiment. Louise, c'est une fille que je suis depuis un petit moment, on se connaît, voilà, vous allez vous en rendre compte en écoutant l'épisode, et que je trouve cette femme exceptionnelle. Elle fait tellement de choses avec tellement de cœur. C'est une fille brillante qu'il faut absolument écouter et suivre. Donc justement, je vous laisse écouter l'épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Louise. Salut Greg. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va bien. Je me remets d'une semaine intense, mais riche en émotions. Voilà, de voir mon livre en librairie, c'est quand même un truc, tu vois, je me demandais ce que ça allait faire, c'est indescriptible. Ça doit être... Ouais, ça doit être... Moi, je l'ai vécu aussi, cela dit, mais c'est vrai que c'est assez touchant, effectivement. Ouais. Ton bouquin, il parle beaucoup de déconstruction. Je voudrais savoir, c'est quoi, pour toi, le truc le plus important à déconstruire ? Je pense, ce qui est le plus important à déconstruire à mes yeux, c'est le conditionnement de notre enfance. On a un peu tous, on grandit voilà dans une société qui nous conditionne, mais notre environnement familial aussi beaucoup. Et c'est vrai que j'ai heureusement, je crois, commencé assez tôt à remettre en question l'éducation que je recevais de mes parents. Et ça m'a permis de pas prendre pour acquis acquises même des croyances qui me transmettaient. Et même si je me rendais pas vraiment compte à l'adolescence, c'est vrai que je l'ai plus formalisé, tu vois, quand je suis arrivée en études supérieures et tout, et que je me suis rendu compte que je voulais me détacher de certains comportements que je pouvais avoir, de certains réflexes que j'avais, qui étaient en fait purement des héritages de ma famille. Et vraiment, je le dis assez souvent, mais j'étais une personne totalement différente à 18 ans. Tu satures un peu quand t'es trop proche du micro, faut que tu fasses attention. Ouais, mais il faut que je l'éloigne un peu. Ouais, ouais, voilà, nickel. Et d'ailleurs, tu parles dans le bouquin de super-héros et de costumes en particulier. Tu peux nous raconter ça ? Ouais, la petite anecdote, écoute, c'est vrai que... Alors, en l'occurrence, ça m'est pas arrivé à moi, parce que moi, je me déguisais en Lala, des têtes de bise. J'avais mon costume, mais c'est vrai que il y a ce truc un peu parlant... tu vois, une petite fille qui va vouloir, par exemple, se déguiser en super-héros parce qu'elle va voir que c'est les super-héros qui sauvent le monde. Et en fait, des parents, par une sociabilisation, non, pardon, je vais la refaire, par une socialisation qui a fait que on a enfermé des sexes et donc des genres dans des cases, on va pouvoir on va pouvoir dire à la petite fille, bah non, en fait là, tu ne peux pas être Batman c'est un homme, toi t'as le choix entre toutes les princesses. Et en fait, si la petite elle qui n'a pas encore été socialisée, va répliquer, dire que non, elle a envie de sauver le monde, en fait, ça peut déclencher des réactions assez agressive de la part de ses parents qui n'ont pas déconstruit et qui en fait vont engueuler la petite fille en lui disant non mais maintenant arrête de répondre, va te changer, et en fait tu restes avec une petite fille hyper frustrée ou un petit garçon qui serait déguisé en princesse. Tu vois, je sais que ça avait parfois fait débat sur les réseaux, où il y a des grandes figures, tu vois, qui ont pu dire non mais les mecs ça se déguise pas en princesse, ou subir, tu vois, même après des moqueries de l'environnement. Mais en fait tout ça c'est vraiment de la socialisation. Et donc c'est vrai que moi ce que je dis dans mon livre, c'est que je nie pas le fait qu'il y ait des différences entre les sexes. Ce que je dénonce, c'est l'interprétation de ces différences qu'on a en fait établies en hiérarchie et qui est donc purement une construction sociale. Ça bouge un tout petit peu. Je suis pas un gros expert des dessins animés, mais il me semble que La Reine des Neiges, ça a bougé un peu, non ? Ou je me trompe totalement ? Alors écoute, possible, hein. en plus tu vois, moi je le dis et je me le cache pas sur les réseaux, je suis une grande fan de Disney, donc tu vois, je suis pleine de paradoxes. De toute façon, après, c'est pas trop surprenant dans le sens où il y a vraiment tout le storytelling américain qui est parfaitement maîtrisé derrière. Mais bon, La Reine des Neiges, écoute, c'est juste qu'elle est célib et que en effet, sa sœur se fait avoir par un mec. Mais enfin, tu vois, pour moi, de là à dire que maintenant Disney est féministe, faut pas déconner.
Enfin, tu vois, ça reste quand même des corps hyper normés. Alors, tu vois, clair. non, mais c'est un peu comme les élections de beauté. On te dit que ça bouge parce que t'en as une qui fait du 40. Bon, dans les Disney, t'as Vaiana qui a du bide, mais on va pas non plus, tu vois. Ça reste quand même des standards qui contribuent à perpétuer, quoi. Et d'ailleurs, toi, dans les différentes thématiques, parce qu'en fait, en gros, le bouquin, il est structuré par thématique, donc sur la beauté, sur le couple, etc., etc. Donc déconstruction toujours. Une des choses que tu dis, c'est que le chapitre sur le poids, c'est un sujet qui t'a touché personnellement et qui est du coup hyper important pour toi. Est-ce que tu peux nous parler de ça et en particulier de cette expression il faut souffrir pour être belle que tu reprends dans ton livre? Écoute, carrément, c'est vrai que le poids, je pense que c'est ce que j'ai vécu de manière où j'ai vraiment senti la jonction de la manière la plus forte, parce que j'avais des parents grossophobes. Donc pour nous, il y avait vraiment, tu vois, c'est fou quoi. Quand j'y pense, c'est un peu la dichotomie que j'avais avant. T'avais les gens gros d'un côté, les gens minces de l'autre, et fallait pas. Enfin, tu vois, c'était un désaveu. Don't cross the line. Ouais, non, mais c'est vraiment, tu sais, la fixed mindset versus la growth mindset, quoi. Et ouais, c'était vraiment ça. Tu vois, je me souviens, ma sœur jumelle, elle avait eu une fois le malheur de ramener des bonbons de notre voyage au Canada, parce qu'on avait fêté Halloween là-bas. On avait 14 ans, tu vois. Et un jour, mon père a trouvé le sac où il y avait les bonbons, peut-être 2 semaines après, et il était arrivé dans la cuisine en mode c'est quoi ça? Ma grande sœur avait commencé à filmer, et donc en fait, je me souviens parce que ma grande sœur avait ensuite posté la vidéo sur Facebook, donc l'humiliation totale pour ma sœur jumelle, tu vois, et où en fait mon père lui disait vraiment mais ouais, tu vas devenir grosse en mangeant ça, tu déconnes, ouais, ça le bouffie, enfin tu vois, où ma sœur elle est en larmes et tout, et où vraiment il y avait cette détestation des gros qui du coup bah nous vu que c'est ce qu'on connaissait, c'est ce qu'on a intégré et sans le déconstruire, tu vois, alors que en fait c'était juste hyper représentatif de la grossophobie sociétale. Et parce que mes parents n'ont pas fait ce travail de déconstruction, en fait, nous l'ont transmis. Donc, c'est vrai que c'est hyper important pour moi de remettre un peu en question. C'est ce qui ensuite permet d'ouvrir l'esprit, les générations aussi qui arrivent. Mais donc, bref, on a vraiment grandi dans cet environnement grossophobe. Et donc, moi, quand j'ai pris du poids, tu vois, vers 17 ans, avec la pilule, etc., je me souviens que ma grande sœur m'avait dit « Est-ce que tu voudrais pas qu'on fasse un programme de sport ?» J'ai trouvé ce programme de sport-là. Donc, tu sais, c'était les comptes un peu fitness sur Instagram qui te vendaient des avant-après de folie. Et donc, j'ai dit allez, carrément, parce que tu vois, j'ai même pas, pareil, remis en question, est-ce que je me sentais mal dans ma peau parce que juste, vraiment, je me sentais mal, ça m'empêchait de faire des choses dans la vie et tout. En fait, pas du tout. Limite, au fond, je me sentais mieux parce que j'avais toujours été très maigre. Mais c'est juste que le fait, psychologiquement, tu vois, ma mère nous avait toujours dit, il faut faire 20 kilos de moins que sa taille. Ah oui, moi j'ai eu ça en tête aussi pendant un moment. Tu vois? Non, mais c'est complètement absurde. Aujourd'hui, je fais quasiment le même poids que la taille. Que ta taille, ouais. Et je vais très bien, tu vois. Donc, il y a une espèce de déconstruction vraiment importante à faire. Et où, en fait, moi, après, je suis tombée dans le piège de toujours chercher à être plus mince, toujours chercher à être plus fit. Et en fait, ça ne m'a pas du tout permis de m'aimer plus. Donc, voilà, cette période-là m'a vraiment permis de réaliser que ce qu'on nous vendait comme étant la confiance en soi, l'amour de soi, était faux. Et que c'était littéralement un puits sans fin. Et qu'en fait, la confiance en soi, elle vient avant tout d'un état d'esprit que d'un reflet dans la glace. C'est clair. Et en même temps, quand t'es passé au fitness et que t'as commencé à avoir des muscles, on te l'a reproché aussi. C'est-à-dire que, en fait, d'un coup, tu deviens une femme forte et du coup, ça marche pas non plus. Ouais. Non, mais j'en parle dans le livre. C'est vrai que, en fait, on ne peut jamais gagner en tant que femme parce que notamment, en fait, le patriarcat prospère sur nos insécurités, prospère sur notre faiblesse, prospère sur le fait qu'on ne contredise pas l'ordre établi. Et voilà, moi, c'est vrai que dès que j'ai commencé, donc autant mes parents me disaient que j'étais trop maigre quand j'ai commencé à vraiment perdre du poids, autant quand j'ai commencé à prendre du muscle, ma mère surtout me disait attention, tu commences à ressembler à un homme, attention, faudrait pas être trop masculine. Mais pourquoi, tu vois, c'est ça qui est vraiment fascinant, c'est que d'un côté, faut pas que tu sois faut pas que tu sois un garçon manqué, tu sais, cette expression qui n'existe pas vraiment, n'existe pas vraiment dans le cas inverse, où faut pas que tu sois trop masculine.
Et d'un autre côté, si t'es trop féminine, on va aussi te le reprocher parce qu'on va dire que forcément tu cherchais l'attention. Enfin, en fait, tout est vraiment imaginé quand on se penche un peu sur le sujet par le prisme masculin. Et j'en parle aussi notamment dans la partie où j'explique que le monde est imaginé par et pour les hommes. Où tu vois, il y a cette super auteure. C'est Pérez, son nom de famille, je crois que son prénom c'est Christine ou Christina, qui a fait donc des études vraiment sociologiques poussées et qui montrent que des choses aussi essentielles que la ceinture de sécurité ont été uniquement imaginées et testées pour des corpulences masculines. Et donc en fait, les femmes ont 40% plus de chances de mourir dans les accidents de la route. C'est plus le cas, mais oui, ça a été le cas. Ça a été le cas, en effet, et la déconstruction a permis de remettre en question le fait que voilà, il y avait peut-être un petit problème où, tu sais, la température aussi dans les salles a été imaginée pour les hommes, et ça, c'est vraiment en effet des détails qui n'en sont pas, qui en dit long sur la société patriarcale dans laquelle on vit. C'est clair. Tu parles aussi, quand tu disais, en fait, on joue sur les insécurités. Dans le bouquin, tu parles du fait d'être célibataire, le fait de pas avoir assez de sexe ou d'avoir trop, enfin, pas avoir assez de partenaires ou avoir trop de partenaires. Et en fait, il y a jamais de juste milieu. C'est-à-dire, en fait, il y a pas de situation dans laquelle, ou alors t'es trop sexy ou pas assez sexy. Enfin, tu vois, et ça, je trouve ça vachement intéressant aussi, le fait de montrer que, en fait, finalement, la femme qu'on te propose d'être n'existe pas. C'est impossible d'être cette femme-là. C'est-à-dire, cette femme qui est, j'en sais rien, mi-salope, tu vois, femme, j'en sais rien. Enfin, en fait, ça n'a aucun sens. En fait, j'en parle dans le livre. En fait, c'est vrai que, au fond, ce que la société patriarcale va plutôt chercher à mesurer, c'est notre performance de la féminité et notre soumission un peu à ces injonctions, plus que l'atteinte de ces injonctions elles-mêmes et de ces standards. C'est en fait vraiment plus le fait qu'on se plie à ces injonctions qui va être considéré comme féminin. Tu vois, il y a un côté où une femme qui en société, tu vois, va dire ah non, moi, non, je mange pas je fais une détox de sucre en ce moment de 30 jours. Tu vois, il y a vraiment un peu ce réflexe, ou en tout cas, il y avait jusqu'à présent, cette espèce d'admiration de la volonté de la femme qui est dans la restriction. Et ce comportement qu'on va saluer, plus que le fait qu'elle perde du poids, c'est plus le fait qu'elle se plie aux injonctions qui est reçue comme étant une obéissance à cette féminité, à cette performance de la féminité. Alors du coup, j'ai deux questions. La première, c'est est-ce que tu as réussi à faire déconstruire tes parents finalement, c'est-à-dire, comment tes parents réagissent aujourd'hui à tout ce que tu fais et tu vois, et en particulier au combat que tu mènes. Et la deuxième, commençons par celle-là, puis on verra pour la seconde. Écoute, je crois que mon père, oui. J'ai participé à le faire un peu déconstruire. Après, pas tant que ça, parce que encore à la soirée de lancement de mon livre, il n'y a pas plus tard que 2 jours, il m'a fait la remarque sur ma robe en mode ça va, tu pouvais pas prendre une robe où on voyait plus tes seins. Donc il n'a pas compris que je m'habillais comme je voulais et non pas pour la validation sociétale. Mais bon, il y a quand même une volonté. Ma mère, pour le coup, non. Et non, pas du tout. Et j'en parlais dans un autre podcast où, en fait, il y a des personnes qu'on ne peut pas changer. Il faut l'accepter. C'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui, vraiment, le combat est vain. On dépend plus d'énergie et de frustration à essayer de le faire. Ou voilà, ma mère, c'est un cas particulier où je pense qu'elle a une enfance difficile. Elle a un peu coupé de ses émotions et tout ça. Et du coup, en fait, c'est moi-même, ça me fascine en fait à chaque fois où je pense qu'il y a peut-être du mieux. Il y a un comportement qui va me faire dire que mais pas du tout quoi, et qu'elle est bloquée au même niveau et qu'en fait c'est trop tard. C'est trop tard et puis en plus elle ne veut pas. Donc en fait quand il n'y a pas la volonté derrière, t'auras vraiment beau faire ce que tu veux, ça sert à rien quoi. Waouh, c'est fou en fait. Du coup ça explique aussi tes vidéos. Sur Instagram, quelque part, où tu mets en jeu, tu mets en scène, entre guillemets, ta mère. Ouais, c'est vrai que j'ai pas eu à chercher très loin l'inspiration. Après, tu vois, au final, les injonctions, les reproches sont plus venus de mon père que de ma mère, parce que ma mère, au fond, non seulement s'en foutait, mais aussi, en fait, n'avait aucune autorité. Ou en tout cas, on l'écoutait pas du tout. Donc, en fait, elle aurait beau me dire n'importe quoi, je l'aurais vraiment pas pris en compte. Mais bon, c'est vrai qu'il y a ce truc, tu vois, de elle
enfin, je sais même pas si elle s'épanouit, mais si elle s'épanouit, c'est dans la conformité aux attentes de la société. Tu vois, c'est assez fou, par exemple. Enfin, ma sœur, par exemple, ma grande sœur, elle bosse maintenant dans l'associatif. Donc, enfin, que moi, je salue quand même vachement. Enfin, c'est quand même ces gens-là qui font de la société une a better place to be. Et en fait, limite, ma mère a refusé de lui parler pendant des mois parce que elle voulait qu'elle prenne un CDI dans une boîte bien payée, parce qu'en fait, tout ce qui compte à ses yeux, c'est la conformité de sa vie à la société. Et donc, nous, ses enfants, on participe à ça. Donc, tu vois, tu me demandais s'ils soutiennent ce que je fais. Mon père, au début, non, et maintenant, oui, quand ça marche. Et ma mère, c'est non, quoi. Enfin, tu vois, elle va être contente de dire à ses potes que j'ai sorti un livre, mais elle aurait carrément préféré que je sois dans une boîte avec un CDI. Tu vois, limite, la fonction publique, ça aurait été l'idéal, quoi. Tu vois, le côté très sociétal, ouais. Enfin, c'est fou parce que tu fais ça nous, on se connaît depuis quand même pas mal de temps. Et du coup, t'as fait Sciences Po, donc quelque part, là, t'as rempli les cases. Mais, enfin, depuis le temps, quand même. Enfin, je sais pas, elle peut se rendre compte que ça marche. Ah ouais, non, mais c'est, encore une fois, tu vois, il y a des gens, je pense vraiment que, tu vois, mais vraiment, je me suis rendu compte tôt, quoi. C'est-à-dire que, tu vois, on a essayé de la changer. Je me souviens, donc mes parents ont divorcé quand j'avais 17 ans. Et en fait, bref, même avant, tu vois, j'avais conscience, si tu veux, que elle était pas, enfin, qu'il fallait qu'elle déconstruise pas mal de choses. Et je me souviens, je crois, à 13 ou 14 ans, j'avais vu une annonce dans un centre, tu vois, il y avait des centres par quartier. Donc, tu vois, moi, je faisais de la GRS dans un centre municipal comme ça. Et il y avait une annonce où il y avait écrit, voilà, groupe de parole, un peu de trucs de psychologie, tu vois, de thérapie parlée. Et j'avais appelé, tu vois, en disant bonjour, bah voilà, j'aimerais beaucoup que ma mère participe. Ou c'était un peu un truc d'impro aussi. Enfin, tu vois, je m'étais dit vraiment, ça lui ferait grave du bien. Et bonjour, bah j'aimerais que ma mère participe. Et tu vois, la fille au téléphone m'avait dit bah d'accord, mais est-ce que votre maman est au courant? Et j'avais dit non, mais je suis pas sûre qu'elle voudrait. Alors voilà, je me dis que si jamais je réserve pour elle, et bien, elle ira. En fait, la dame m'a dit, bah en fait, on peut pas réserver sans son accord. Bien et sûr. évidemment, j'en ai parlé. Elle a dit non, tu vois. Donc en fait, voilà, il y a des. Je m'en suis rendu compte très tôt, et donc très tôt, je me suis détachée de ça, quoi. D'accord. Et tes sœurs, du coup, elles le gèrent comment? Enfin, elles le gèrent comme toi, en fait, j'imagine. Elle le gère comme moi. Bon, à la différence que je suis vraiment la seule qui soit aussi différente de ma mère. Enfin, en fait, tu me vois, t'imagines l'inverse. Et donc, voilà, il y a un côté où on n'est vraiment pas proche, en fait. Tu vois, on se comprend pas, on parle pas vraiment le même langage. Donc, disons que je pense que mes sœurs la voient plus. Elle est certainement, du coup, plus fière d'elle, puisqu'en plus, elle se conforme plus aux standards enfin, en tout cas, aux attentes de la société. Donc, mais oui, après, on a toutes clairement conscience de ça. Ouais, parfois je me demande, tu vois, je m'étais dit, est-ce que je me suis fait adopter? Mais en fait, non. Mais tu vois, parfois c'est fou de voir la différence qu'on peut avoir avec sa famille. Et c'est pour ça que, encore une fois, j'en parle assez librement. J'en parle assez librement parce que je trouve qu'il y a un tabou autour de la famille. Il y a une attente de devoir, tu vois, vraiment comme si on devait tout à nos parents. Il y a une espèce de... Et en fait, c'est très dur à comprendre quand on s'entend très bien avec nos parents. Mais moi, j'ai envie d'aider les personnes qui sont peut-être dans des situations familiales compliquées. En fait, vous devez rien, enfin, vous ne devez pas à vos parents, tout ne leur est pas dû juste parce qu'ils vous ont donné la vie, quoi. Et vraiment, pour moi, il faut savoir séparer des personnes toxiques de manière générale, que ce soit dans votre famille ou que ce soit dans vos amitiés ou dans vos couples. Et ouais, on l'entend pas assez, quoi. C'est vrai. C'est vrai. Moi, j'ai cette chance de bien m'entendre avec mes parents, mais enfin, en tout cas, avec ma mère, parce que mon père est décédé entre-temps, mais oui, enfin, je vois très très bien ce que tu veux dire. Tu parles du bouquin de Léa Salamé. Pour toi, c'est quoi une femme puissante, justement? Enfin, donc c'est pas ta mère, de ce que je comprends. Du coup, non. Mais pour moi, une femme puissante, c'est une femme qui agit vraiment selon sa propre volonté et qui n'a pas peur du qu'en dira-t-on. Pour moi, une femme puissante, tu vois, c'est une femme qui fait ses choix et qui s'en fout de ce que les gens vont en penser. Donc je pense vraiment que c'est une femme qui s'est libérée du regard des autres et qui agit du coup vraiment pour elle. Et ça demande une grosse déconstruction parce que parfois même inconsciemment, on agit pour satisfaire telle personne parce qu'on pense qu'une femme, ça doit être comme ci ou comme ça.
Et en fait, vraiment réussir à faire ses choix uniquement en fonction de nous, notre désir propre, c'est pour moi une grande forme de puissance. Et d'ailleurs, tu parles des travailleuses du sexe. Alors, pour les personnes qui sont pas familières avec le terme, c'est les prostituées, en réalité. Les travailleuses du sexe, ou les travailleurs du sexe d'ailleurs, qui ont choisi leur métier. Et ce que tu décris, c'est que tu as beaucoup évolué, tu as cheminé sur ce chemin. Est-ce que tu peux nous dire, est-ce que c'est pas ça, finalement, une femme puissante, c'est-à-dire une femme qui choisit, si elle le souhaite, de faire de la prostitution ? Écoute, j'ai beaucoup cheminé en effet là-dessus, notamment donc après avoir lu King Kong Theory de Virginie Despentes, parce que là, typique grosse croyance héritée du conditionnement à la fois sociétal et familial, que les prostituées, en fait, elles sont totalement opprimées, que c'est hyper mal, que ça devrait être interdit, etc. Elles sont victimes. Qu'elles sont vraiment victimes. Et qu'en fait, si elles le sont pas, c'est qu'elles sont dans le faux. Tu vois, il y a un peu ce côté un peu, tu sais, white savior non, mais même si elle le fait et qu'elle pense que c'est parce qu'elle veut, en fait, c'est parce que c'est sa seule option. Voilà. Et encore une fois, c'est sûrement le cas pour beaucoup de prostituées. Tu vois, je remets pas en question. Surtout parce qu'il n'est pas légiféré. C'est-à-dire que si c'était légal, ça serait beaucoup moins le cas. C'est clair. Réalité. C'est clair, parce que du coup, elles auraient le choix, quoi. Mais en fait, voilà, juste dans ce travail de déconstruction, j'ai remis cette croyance en question. Donc, je l'ai vraiment fait dans le cadre de l'écriture du livre. Avant, je rechignais vraiment à me pencher sur la question, quoi. Je trouvais ça trop épineux, trop compliqué, trop polémique même. Et en fait, au final, après avoir lu déjà des avis de travailleuses du sexe, parce que tu vois, je suis bien mignonne à avoir dit toute ma vie, je suis contre, mais en fait, je ne savais même pas ce que c'était. Donc déjà, entendre les personnes concernées, et après me dire... ouais, en fait, est-ce qu'au fond, c'est pas ça la liberté ? Moi, mon livre, c'est vraiment une défense de la liberté de l'égalité, quoi, parce que je trouve qu'on l'a pas encore atteinte. Et en fait, si il y a des femmes qui se sentent puissantes à faire ce qu'elles veulent de leur corps, si c'est comme ça qu'elles souhaitent s'affirmer, si c'est en fait leur choix, je ne suis personne pour venir leur dire que c'est mal, que c'est une exploitation, qu'elles sont dans le faux. En fait, c'est vraiment, ce serait vraiment condescendant de ma part. Et voilà, juste, tu vois, le fait de savoir que les courtisanes, donc qui étaient les prostituées de l'époque, ce sont celles qui ont permis les droits qu'on a, qui nous ont permis d'avoir les droits qu'on a aujourd'hui, que ce sont les premières à avoir disposé de leurs biens comme elles le souhaitaient, que en fait, ça a été qu'en fait, est-ce qu'on n'a pas diabolisé les prostituées parce que au fond, ce sont les premières à avoir fait payer un acte qui était considéré comme un devoir conjugal, et que si on pousse un peu le fil de la déconstruction, est-ce qu'en fait, ça sert pas de ouf les mecs d'avoir cet acte sexuel dû par le contrat de mariage, vu que ça a été inclus dans le contrat de mariage pendant des siècles, et qu'en fait le jour où des femmes ont commencé à dire non, moi en fait c'est pas quelque chose que j'ai envie de donner de manière aussi simple, aussi officielle, aussi légale, je décide de le faire payer. Est-ce que c'est pas là qu'on a commencé un travail de diabolisation ? Parce que quand on y réfléchit 2 secondes, la pire insulte qu'on peut dire à une femme, c'est que c'est une pute. Et quand on y pense, ça fait réfléchir. Pourquoi est-ce que la pire insulte qu'on peut dire à une femme, c'est que c'est une pute ? C'est qu'au final, à mon avis, on a vraiment souhaité diaboliser cette figure de la prostituée, parce que les mecs ont vraiment pas intérêt à ce qu'on commence à faire payer l'acte sexuel. Et pour la petite histoire, j'avais le bouquin à la maison, mais je l'ai lu parce qu'en fait, quand tu en as parlé, je me suis dit, il faut que je le lise quand même, parce que je l'avais pas encore lu, et donc je l'ai lu. Et Virginie Despentes, elle dit un truc que je trouve assez juste, où elle dit, en fait, pour moi, être payé un SMIC pour travailler pendant 1 mois dans un supermarché, c'est ça de la prostitution. C'est pas le fait de gagner X centaines d'euros pour une passe. Et je trouve ça hyper intéressant, parce que du coup, ça te fait réfléchir. Tu fais, bah ouais, c'est vrai que c'est pas... Oui, quelque part... C'est ça qui est très fort avec les essais un peu sur la déconstruction, c'est que t'es carrément chamboulé dans tes convictions. Mais voilà, c'est force est de constater que si tu cherches avant tout la liberté financière,
qui on est pour te dire que c'est mal de le faire d'une manière ou d'une autre. Et voilà, mais même encore aujourd'hui, tu vois, moi je me verrais pas me prostituer. Il y a un truc pour moi qui est encore de l'ordre d'une barrière mentale, tu vois, forte. Mais en tout cas, j'en suis au stade où je ne juge plus les personnes qui le font et où en fait, pour moi, justement, si elles n'ont pas cette barrière, bah tant mieux, j'ai envie de dire, tu vois. Et après, bien sûr, pour moi, ce qui manque, c'est l'encadrement, c'est la protection, c'est la façon dont c'est fait aujourd'hui qui est clairement à mettre en question. Mais voilà, en effet, des personnes qui l'ont fait et qui l'ont apprécié ont pu l'arrêter, ça a pu être des phases, etc. Oui, mais juste, c'est se dire, est-ce que c'est pas juste une forme de puissance? Et comme toutes les formes de puissance de la femme, on a cherché à le diaboliser. Tu vois, je parle aussi de l'exemple de la sorcière, que je trouve hyper édifiant, que Mona Chollet a aussi très bien raconté dans Sorcière, mais qui est vraiment ce côté... la sorcière dans les Disney, là encore, vu quand même, je parle beaucoup dans mon livre, parce que je trouve que ça a manqué un peu... T'es encore là? Ouais. Ok. Trop bizarre, ça a coupé. Ah ouais, ça m'a fait peur. Je parlais de sorcières, en plus, elles sont avec moi. Mais non, mais je vais reprendre sur Disney. Là aussi, si on prend les sorcières dans Disney, parce qu'au final, c'est vrai qu'on parlait pas trop dans les textes que j'ai lus, tu vois, de l'impact de notre imaginaire et du monde audiovisuel, alors que je pense que ça joue aussi énormément. Et donc, tu vois, dans Disney, bah, moi, je grandis avec quoi comme image des sorcières? La fille au nez crochu, super laide, qui a du pouvoir, mais du coup, c'est toujours à mauvais escient, c'est toujours la méchante, mais vraiment, tu vois. Et en fait, tu déconstruis un peu ça, tu vas regarder qui était celle qu'on a chassée comme étant des sorcières, hein, qui est un véritable génocide. En fait, c'est des femmes qui avaient des pouvoirs ou qui étaient guérisseuses, qui avaient une certaine influence dans leur cercle, qui étaient souvent pas mariées, pas d'enfants, qui n'étaient pas du tout laides. Ça a été prouvé par la suite, tu vois. Mais qu'en fait, du coup, ça dérangeait tellement qu'elles ne se plient pas aux injonctions de la société patriarcale, qu'elles ne remplissent pas leur devoir de femme, qu'elles ne remplissent pas leur performance de la féminité, qu'on a décidé de les pointer du doigt, de les décréter comme hérétiques et de les désigner comme ennemis numéro 1. C'est-à-dire que vraiment, au Moyen-Âge, c'était une véritable chasse, c'était de la délation. Si une femme pouvait être dénoncée comme sorcière, limite, on vérifiait pas, on la brûlait direct. Si elle n'était pas mariée, qu'elle n'avait pas d'enfant, de toute façon, on partait du principe que c'était une sorcière. Oui. Et en fait, c'est assez dingue, tu vois. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'en est plus à des extrêmes pareils, mais il y a un héritage qui est quand même là, où une femme de 40 ans, pas mariée, pas d'enfant, va être considérée comme suspecte. Tu vois, il y a un truc, en tout cas dans encore beaucoup de milieux, il y a un côté vieille fille, elle sera peut-être pas invitée au dîner. En tout cas, on a beaucoup d'empathie pour elle. Ça peut pas être un choix. On peut pas se dire qu'une femme, comme un homme de 40 ans, pourrait choisir d'être libre, pas mariée, pas d'enfant, qui fait sa vie. Ça paraît trop bizarre pour être vrai. Ouais. Et puis même, ça peut être les histoires de la vie. Enfin, tu vois, tu peux avoir 40 ans, être célibataire parce que t'as eu des histoires longues avant, t'as pris du temps pour t'en remettre. Enfin, je sais pas, il y a plein de raisons pour lesquelles tu peux être célibataire à 40 ans en réalité. Voilà, il y a juste beaucoup plus de jugement de valeur quand ça arrive à une femme que quand ça arrive à un homme. C'est comme ce que tu dis sur... Alors, 40 ans, c'est sans doute pas vieux, mais c'est pas moi qui vais dire que c'est vieux, 40 ans. Mais... T'as quel âge, Greg? Je sais même pas. 45. Ok, ah ouais, ah putain, je pensais que t'étais plus jeune, mais... Enfin, moi, j'ai totalement déconstruit ce concept aussi de vieillesse, tu vois. Enfin, tu vois, non, mais tu vois, c'est marrant parce que dit comme ça, mais parce que je suis vraiment déconstruite, mais dit comme ça, des gens pourraient presque se dire genre, oh là là, ça se fait pas. Mais en fait, pour moi, jeune n'est pas un compliment et vieux n'est pas une insulte. Non, et bon, ça, Perla Servan-Schreiber, on parle aussi très bien. Mais tu vois, enfin, moi, avec des images comme celle de Perla, donc, qui est devenue une amie, où je vois qu'à 77 ans, elle est rayonnante, épanouie, mais moi, j'ai hâte. Genre, t'as une espèce de bien-être et de sagesse, j'ai l'impression, à cet âge-là, qui est magnifique, quoi. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et ce que tu dis, enfin, il y a une des phrases qui dit, c'est pas que les hommes vieillissent mieux, c'est que ils ont le droit de vieillir finalement. Ouais. Et ça, si, c'est une injonction parce que la beauté, c'est vraiment un sujet qui est hyper lourd pour les femmes, que ce soit dans la performance, c'est-à-dire que tu vois, à un moment donné, tu fais une référence au massage, mais c'est aussi l'épilation, enfin, tous ces trucs qui font quand même, enfin, j'imagine, ultra mal. C'est vraiment ça. Enfin, on est vraiment du côté de la performance, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un mec qui reste faire épiler les jambes. Mais c'est clair, c'est clair. Non, mais et en effet, de toute façon, j'ai deux questions, j'ai une question à te poser et après je ferai une autre remarque. Mais est-ce que tu as déjà acheté une crème anti-rides? Non. Je me demande combien de femmes nous écoutent en ce moment, ont la quarantaine et n'ont jamais acheté de crème anti-rides.
Et aucun jugement de valeur, encore une fois. C'est juste non, bien sûr. C'est à quel point, en fait, ça va, à mon avis, être parlant dans le fait que, limite, on se pose pas la question, en tant que femme, arriver, je sais pas à quel âge, tu vois, mais je pense arriver à la trentaine, on essaye déjà de cacher ce phénomène qui est quand même naturel. Pour le coup, tu vois, dans mon livre, souvent, je mets en garde sur le côté des différences qu'on pense parfois naturelles, qui sont en fait juste des constructions sociales. Alors, pour le coup, s'il y a un phénomène naturel, c'est le temps qui passe. Ça, c'est pas une construction sociale, tu vois. C'est égal pour tout le monde. Et pourtant, on est là à essayer de l'effacer. Et ça, c'est un truc vraiment, moi, que je trouve... Je pense le fait que, voilà, moi, je sois encore dans une phase de ma vie... vu que j'ai 24 ans, où j'ai pas cette injonction-là, me permet d'avoir le recul nécessaire et d'en voir l'absurdité. Et c'est souvent, voilà, quand on n'est pas dans une phase qu'on peut se rendre compte, parce que quand on est dedans, on pense que c'est normal. Mais moi, je tiens vraiment à le dire à toutes les femmes. Alors, achetez des crèmes anti-rides si vous le voulez. Il y a encore une fois pas d'injonction. Vous pouvez faire du botox aussi si vous le voulez. C'est juste que fondamentalement, il n'y a pas de problème avec vos rides. C'est vraiment juste une injonction de la société qui, en effet, comme je le dis dans le livre, n'a pas donné l'autorisation aux femmes de vieillir. Encore une fois, parce que quelle est l'image de la féminité ? C'est l'image de la douceur, de la jeunesse, de la vulnérabilité, au fond, de la faiblesse. Et donc, avec ça, l'âge, la maturité, le pouvoir ne rentrent pas dans cette ligne de mire. Et c'est aussi hyper intéressant, un essai que j'avais lu qui m'a fait vachement réfléchir et j'avais développé tout un chapitre du livre par rapport à ça, que ce soit la vieillesse ou la maternité, mais c'est ce côté, tu vois, force est de constater qu'il y a quand même vachement plus d'hommes qui se mettent en couple avec des femmes plus jeunes, notamment arrivés à 45, 50, 60 ans, et où en fait, ce que j'ai trouvé hyper intéressant quand on pousse un peu le fil, c'est que au fond, ce n'est pas tellement la beauté, à mon avis, qu'ils recherchent, c'est plus la vulnérabilité. Parce que la virilité est définie en rapport avec la féminité, et vice-versa. Et que du coup, la virilité, c'est quoi ? C'est le fait d'être puissant, le fait d'être fort, le fait de pas montrer ses émotions. Il y a beaucoup de travers aussi à la virilité. Mais en tout cas, il y a ce côté de puissance que tu retrouves pas forcément avec une femme de ton âge, qui gagne autant de toi, qui a peut-être mieux réussi sa carrière, qui au fond te remet en question dans ta virilité, quoi. Et puis tu peux aussi, moi je crois, pour mes potes qui sortent avec, et moi je suis sorti avec plein de filles plus jeunes, clairement, et en fait je crois qu'il y a aussi ce côté de Pygmalion, tu sais, je vais donner des leçons un peu, peut-être, qui existent. Ouais, vois, c'est vrai, ouais, le côté sage, un peu sachant. Non, mais c'est clair, moi, tu vois, je sais que j'ai pas mal d'amis qui ont la quarantaine, qui sont des grandes entrepreneuses, qui ne sont pas mariées, qui ont des enfants ou qui n'en ont pas, mais en tout cas, qui ont ce profil un peu mal alpha, vu qu'évidemment ce terme n'existe pas non plus au féminin. C'est quand même marrant de voir à chaque fois quel terme existe au féminin ou au masculin, ça en dit long sur la féminité, la masculinité. Mais du coup, ça m'a fait réaliser assez vite. Tu vois, j'ai un peu ce truc aussi, moi, ok, donc moi, en fait, quand je trouve un mec qui me soutient, n'a pas peur de moi, ne se sent pas émasculé parce que je réussis mieux que lui, que je fais clairement pas beaucoup de tâches ménagères, etc., que vraiment je suis plus du tout dans la performance de la féminité. En fait, faut pas que... Enfin, il n'y en aura pas 10 000, quoi. J'ai un peu ce truc stressant où même elles me le disent, tu vois. Là, je suis actuellement en couple avec un homme qui coche toutes ces cases et qui est génial. Mais où, en fait, ça enlève presque une certaine liberté, tu vois, au sentiment où, en fait, t'es un peu là, genre, OK, quand tu trouves un mec qui coche toutes les cases, surtout le laisse pas filer, quoi. Non, je peux comprendre, en fait. C'est terrible. Mais... Moi, je m'en détache au fond parce que, en fait, j'ai pas peur d'être seule. Donc, il y a aussi ce truc-là où j'ai déconstruit ça aussi. Franchement, moi, j'étais célibataire pendant très longtemps. Pour moi, les gens qui entrent dans ma vie doivent m'apporter quelque chose. Donc, je préfère être seule que d'être avec quelqu'un qui ne m'apportera pas, qui n'ajoute pas une vraie valeur ajoutée dans ma vie, quoi. Je pense que la bonne leçon que moi j'ai pris au fur et à mesure des années, c'est de se dire finalement, l'autre il doit arriver en bonus, il doit jamais combler quoi que ce soit en fait. Ouais. Donc tant que l'autre il comble quelque chose, c'est toujours un problème. C'est très dur parce que en fait je pense que la ligne elle est un peu fine. Tu vois, je pense qu'on comble tous au final quelque chose, mais c'est vrai que si ça devient ça la principale raison, là il y a un problème quoi. Moi je suis assez attristée du nombre de femmes qui restent en couple avec des hommes qui ne les respectent pas, quoi. Ça me fend le cœur. C'est assez ouf. Tu parlais tout à l'heure de mâle alpha, et dans le bouquin, tu parles aussi des babouins. Tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un mâle alpha chez les babouins ?
Tout à fait. Alors écoute, c'est fascinant parce qu'en plus, le babouin a plus de 90% d'ADN en commun avec nous. Donc, ils nous ressemblent vraiment beaucoup. Et en fait, chez les babouins, les mâles alpha sont les hommes les plus attentionnés, qui offrent le plus de cadeaux aux femmes et qui sont en fait les plus aux petits soins des femmes. Il y a vraiment des femelles du coup. Il y a vraiment ce truc de c'est eux qui vont dominer la tribu de babouins quoi. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant quoi de se dire encore une fois on prend l'excuse du naturel pour dire que c'est la loi de la jungle, ce sont les hommes les plus forts. Et en fait que tu regardes du côté des animaux ou du côté des humains dans certaines tribus, en fait non, il y a des c'est quoi le terme, race d'animaux. Il y a des races qui ont en effet un schéma où en fait ça va être soit la femelle qui domine, soit l'homme, mais qui est dans une virilité entre guillemets hyper différente du lion par exemple. Tu vois, c'est pas celui qui va déchiqueter tous les ennemis, non, c'est celui qui va être au petit soin de la femelle. Et donc, je crois que j'ai une phrase dans le livre qui dit t'as beaucoup à apprendre des babous, Michel. Prends note. Le pauvre Michel, je sais pas qui s'appelle Michel et qui va lire le livre, mais je me suis dit que... C'est clair. Non, c'est un peu le running gag, ou alors c'est Jean-Mi, mais tu vois, dans la communauté féministe, il y a souvent le Jean-Mi qui représente l'homme blanc. Et enfin, tu vois, moi, je tiens à le dire, enfin, tu vois, je suis en couple avec un homme cis blanc. Faut déconstruire, mais je pense que les personnes qui écoutent ce podcast le savent déjà, mais faut déconstruire cette image de la féministe qui déteste les hommes, tu vois. Là aussi, c'est juste une diabolisation du patriarcat. C'est passé de la sorcière à la féministe. Tu vois, les personnes à abattre un peu, c'est les féministes. Et en fait, c'est fou, tu vois. J'ai fait un live sur TikTok sur vraiment TikTok, genre la plateforme, tu vois. C'était même pas sur mon compte, c'était TikTok qui organisait le live. Oui, d'accord. Ouais. Donc en fait, c'était ouvert à tout TikTok France pour la journée des droits des femmes. Et en fait, c'était affligeant. Les commentaires, c'était cuisine, Kousine, K-O-U-I-S-I-N-E, tout le long du live, avec des centaines, voire des milliers de mecs qui commentaient ça. Et en fait, on s'est pas attardé dessus parce que c'est ce qu'ils voulaient, mais en fait, c'est fou de voir à quel point il y a encore beaucoup d'hommes inquiets de leur virilité et qui, du coup, font des féministes les ennemis numéro 1. Parce que si on déconstruit ce qu'est la féminité et qu'on commence à voir des femmes puissantes qui font pas forcément le second shift à la maison jusqu'à minuit et qui s'occupent pas forcément des enfants tous les soirs, etc., et ben eux, ça les fout dans la merde. Et au-delà de ça, je pense qu'ils sont aussi inquiets de, du coup, eux-mêmes ne plus savoir se définir, tu vois. Et c'est dommage. C'est d'autant plus inquiétant que TikTok, c'est quand même un tout petit peu plus jeune que Facebook, quand même. Enfin, carrément. Donc, tu vois, t'es sur des hommes plutôt nouvelle plus génération, jeunes. quoi. Ouais. Non, mais franchement, le combat n'est pas gagné. Hein. Quand on est dans un microcosme, on a l'impression que les choses bougent. Franchement, tu vas dans le fin fond de la campagne, je peux te dire, à mon avis, il y a encore des bons gros clichés et des comportements genrés, quoi. Ouais, je pense que tu peux même rester dans ton immeuble à Paris. Tu vois, je pense que tu vas les trouver. Je pense que tu vas les trouver aussi. C'est clair. En fait, c'est-à-dire que je pense qu'il y a peu d'hommes maintenant, sans doute, à Paris, qui vont se dire, non, mais moi, tu vois, qui vont rejeter complètement le féminisme. Mais en fait, dans les faits, au quotidien, suffit de demander à tes copines, tu vas vite te rendre compte que en fait, moi, je me posais la question, je sais pas très bien répondre. Je suis pas certain que un homme puisse être totalement déconstruit dans cette culture, parce qu'en fait, un homme et une femme d'ailleurs, parce qu'en fait, en réalité, on est tellement né dans une culture hyper patriarcale qu'il y a plein de travers, tu vois, dans nos manières de faire au quotidien, et tu sais même plus, tu vois, il y a des trucs tu réfléchis même pas en fait. Et, bien sûr. Du coup, je sais, c'est assez, enfin, tu vois, ça devient hyper, compliqué quoi. Enfin, je pense que c'est très compliqué. Non, mais tu sais que même moi, en tant que féministe, je marche sur des œufs quoi. J'essaye de me détacher justement de cette idée, et j'en parle à la fin, tu vois. Cette idée de la féministe parfaite, elle n'existe pas. Donc déjà, faut le dire. Parce qu'il y a des personnes qui se sentent même pas légitimes à parler de féminisme parce qu'elles elles n'ont pas l'image qu'elles s'imaginent des féministes. Mais même au-delà de ça, moi, je veux vraiment déconstruire l'image de la girl boss et de la Wonder Woman. Et je sais que je suis vue comme ça par pas mal de gens. Et en fait, non, mais c'est ça le principal point, c'est que je le suis pas du tout. Je le suis pas du tout. J'ai
pas du tout un équilibre de vie. Je pense que ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'idée de la femme qui a, enfin, tu vois, moi, faut qu'on se le dise. Hein, je vis même pas avec mon mec. Donc, je suis solo chez moi. J'ai pas d'enfant. Je bosse un peu que sur ma carrière je fais que ce qui me fait plaisir, et en l'occurrence, ce qui me procure le plus de plaisir, c'est mes projets. Je vois mes potes, certes, mais ça s'arrête là. Je n'ai pas du tout de cap de super-héros. Et en fait, j'en parle dans le livre, tu vois, des femmes qu'on a pu ériger comme étant des figures, et ça devient très dangereux, parce qu'en fait on les érige comme l'avenir du féminisme. Et en fait il y a cette phrase de Leila Slimani que j'adore, qui dit en fait la révolution des femmes, ça va pas être de faire plus, ça va être de faire moins. Et je suis totalement d'accord, parce que là on est en train de tomber dans un piège où on a l'impression que tout gagner, c'est ça en fait le féminisme, d'avoir tout, d'avoir le boulot, la famille, la vie pour soi, la vie intérieure. Et en fait, ça fout juste plus de pression. Pour moi, on aura en effet atteint l'égalité quand on pourra faire moins, être considéré pour cela, et arrêter de se mettre autant de pression. Parce qu'en fait, là, du coup, on a juste rajouté la pression qu'on avait du foyer, du couple, parce que c'est quand même vachement la femme qui est dans le care du couple et tout. On a juste rajouté à ça d'avoir une carrière, de réussir, et de pas trop s'oublier. Attention, quand même, faut quand même prendre soin de soi. Et en fait, c'est faire les massages qui font mal. Et faire ces massages qui font mal. Non, mais t'imagines même pas la torture. Hein. C'est horrible, les drainages lymphatiques. C'est Ah oui, je vois ce que c'est. Ouais. Enfin, j'ai jamais essayé, encore une fois. Mais pas deux. Hein. Vraiment, moi, je me ferais plus avoir. Il paraît que ça fait très mal. Et le pire, c'est que tu payes pour ça, quoi. Tu payes pour ça. C'est ouf. Le capitalisme a bien réussi. De quoi ? Le capitalisme a bien réussi. Ah bah ça, on pourrait en parler aussi. Sur nos complexes, il prospère. Ça, c'est clair. Tu parlais de femmes puissantes, il y a eu aussi des femmes qui ont été invisibilisées quelque part. Et je pense aux femmes qui ont été reines de France. Tu sais, t'en parles dans le livre, il y a d'ailleurs une Louise. Ouais. Et ça, c'est étonnant, parce que même moi, je sais pas que je sois plus cultivé quoi que ce soit, mais j'étais pas du tout au courant, en fait. Ouais. En fait, elles ont été invisibilisées, ces femmes. Elles ont été invisibilisées, donc déjà des livres d'histoire, parce que c'était avant le 15e siècle. Enfin, avant, c'était plutôt jusqu'à 1500 à peu près. Et donc déjà ça, c'est quand même en effet très... Bon, on se questionne. Mais ce que je trouve quand même plus dingue, c'est la raison qui a fait qu'elles ont été évincées. C'est que, je sais pas si tu te souviens, mais donc en fait, il y a eu cette loi salique qui a été ressortie par Jean de Montreuil, qui est en fait littéralement un faux. C'est-à-dire que les femmes ont été écartées du trône pendant des siècles sur un faux. Tu vois, c'est le mec a détourné un écrit qui datait de l'époque des Capétiens en changeant le mot terre pour couronne, en disant que non plus la terre, c'est hérité de père en fils, mais la couronne. Et donc, en fait, on a dit, OK, c'est un texte sacré, ça vient de Dieu, machin. En fait, c'est aux hommes de gouverner. Et voilà, le patriarcat était déjà assez bien installé pour que, en fait, personne ne remette en question cette absurdité. Et je me dis, oui, ça, tu vois, ne serait-ce que la loi salique, pourquoi est-ce qu'on l'apprend pas à l'école, en fait ? Enfin, c'est forcément, il y a des questions à se poser, quoi, vraiment. Qu'est-ce que tu auras envie de dire, d'ailleurs, à des plus jeunes, tu vas en parler de TikTok tout à l'heure, mais encore plus jeunes, tu vois, qui te suivent potentiellement, d'ailleurs. C'est quoi le message principal que tu as envie de leur envoyer, finalement ? Pour moi, le principal message, c'est vraiment de leur dire, vous pouvez être qui vous voulez. Vous n'avez pas à être ce qu'on attend de vous, ce qu'on attend de votre genre, ce que votre famille attend de vous. Et en fait, comme je trouve que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, j'ai vraiment voulu que le livre soit à la fois théorique et pratique, parce que je trouve que quand on n'a que un des deux, ça marche pas. C'est-à-dire que pour moi, si on n'a que la pratique, si on ne sait pas d'où ça vient, c'est compliqué. Donc en fait, c'est pour ça que la première partie, c'est vraiment déconstruire pour mieux construire, où je reviens sur l'origine des inégalités, parce que je trouve ça beaucoup plus facile de s'en foutre de notre cellulite, par exemple, quand on sait que c'est Nicole Ronsard qui, vers 1970, parce que son salon était vide,
a écrit un livre qui diabolise la cellulite, qui est juste un phénomène naturel du corps, parce qu'elle s'est dit que voilà, elle pouvait commencer à prodiguer des soins qui l'éliminaient, et qu'en fait, comme elle a vraiment joué sur cette peur des femmes d'être délaissées par le regard masculin, elle a vraiment déclaré, tu vois, elle a écrit dans son livre que c'était la chose qui repoussait les hommes, que c'était le tue l'amour, etc. Les femmes ont accouru à son salon. Et ça a été vraiment, tu vois, prouvé. Et elle a lancé la tendance de ces drainages, tu vois, de ces techniques supposées éliminer la cellulite, qu'il faut bien sûr faire très récurremment pour que ça marche. Donc c'était non seulement un super business, mais aussi en fait non, c'était ça, c'était juste un super business, un moyen de prospérer sur nos insécurités. Donc de savoir ça, plus ensuite, tu vois, de partager un peu de pratique, de comment moi j'ai accepté mon corps, tu vois, d'arrêter de se comparer, d'unfollow des personnes qui ont un physique qui nous fait complexer. Enfin, et en fait, pour moi, si t'as l'un et l'autre, tu peux vraiment commencer à te sentir bien dans ta peau. Mais si t'as l'un ou l'autre, pour moi, ça marche pas. Donc j'ai vraiment essayé d'apporter les deux dans le livre. D'ailleurs, il y a un sujet dont tu parles dans le bouquin et ça me fait penser à ça. Nicole, donc c'était une femme, et tu parles de tes followers aussi qui peuvent t'envoyer des messages qui sont clairement pas cool. Et en fait, ce que tu décris, c'est que parmi ces personnes, il y a quand même pas mal de femmes. Et il y a aussi ce truc qui est très étrange de femmes qui s'envoient à des trucs hyper patriarcaux. Et ça, c'est très très étrange. En fait, c'est pas si étrange que ça. C'est là aussi le patriarcat qui a très bien fait son travail. C'est de la misogynie intériorisée. Et en fait, pour qu'on continue à se plier aux injonctions, eh bien, il faut que y ait pas juste les hommes qui attendent de nous ces comportements, mais il faut que nous-mêmes on se sanctionne pour que ça continue à prospérer. Donc en fait, c'est vraiment le patriarcat qui nous a érigé cette réalité qui, en fait, beaucoup de femmes se considèrent encore comme des concurrentes parce qu'elles se battent consciemment ou non pour le regard masculin, le male gaze. Et où en fait il y a vraiment ce truc de tu vois, j'en parle dans le livre, ce système de récompense vs sanction qui sont les deux mécanismes sur lesquels le patriarcat prospère, où en fait tu vas être récompensé par des femmes comme par des hommes quand tu te plies aux injonctions du genre féminin. Donc, par exemple, voilà, on a toutes peut-être déjà félicité quelqu'un qui a perdu du poids, parce que là aussi, on n'avait pas déconstruit le fait que, en vérité, prendre du poids n'est pas un échec et en perdre n'est pas une victoire. C'est simplement une construction sociale, versus la honte qu'on va infliger parce qu'on nous l'inflige aussi. Par exemple, si on arrive entre guillemets en schlag au travail, voilà, on a peut-être des amis qui nous ont déjà dit, bah alors qu'est-ce qui t'arrive, tu te laisses aller. Enfin, tu sais, alors qu'en fait, t'avais juste pas envie de te maquiller, t'avais pas envie de te saper, tu vois. Et en fait, c'est en effet juste, c'est pour ça que je le dis, quoi. C'est bien de se rendre compte parce que au final, on a beaucoup plus intérêt pour faire bouger les choses à se soutenir et à être dans la sororité que dans que dans la comment dire ça, que de se taper sur les doigts, que de s'infliger nous-mêmes les injonctions dont on est victime. Et ça, c'est vrai que ça nécessite une vraie déconstruction. La sororité, ça participe beaucoup. J'avais vu ça dans un autre podcast sur la confiance en elle des femmes, et ça joue beaucoup sur la confiance la confiance en elle des femmes. C'est-à-dire, en fait, à partir du moment où les femmes s'entraident, évidemment, ça joue énormément. Ouais, non, mais la sororité, c'est très puissant. Tu vois, se sentir validé par ses pairs, se sentir soutenu. Encore une fois, tu vois, moi, je le dis, il y a déjà... Je critiquerais même plus des choix, tu vois, que font des femmes, parce qu'en fait, et j'en parlais par exemple pour l'élection de Miss France, parce que, en fait, mon ancienne meilleure amie est devenue Miss France. Voilà. Donc forcément, tu vois, là, pour le coup de déconstruction, là, tu vois, ça va pas que dans un sens. Et en fait, tu vois, moi je la connais très bien. Et en fait, je me suis dit, mais comment, tu vois, on était vraiment comme les doigts de la main au lycée. Comment on a pu prendre des chemins aussi différents? Est-ce que c'est juste moi qui est tellement déconstruite, tu vois, que je suis vraiment devenue quelqu'un d'autre et elle est restée, tu vois, il y a un peu comme ce truc pour le travail du sexe, quoi. Est-ce qu'elle est dans le faux? Est-ce qu'elle se rend pas compte qu'en fait, les concours de beauté, c'est juste un instrument du patriarcat pour qu'on continue à être des femmes objets? Donc, ce que je me disais clairement avant, et où en fait, maintenant, vraiment, mon discours, c'est de dire les critères de l'élection me posent problème, parce qu'ils sont discriminants. Mais les femmes qui choisissent de participer à cette élection, c'est leur liberté. C'est leur choix. Je ne suis personne pour les juger. Et en fait, il y a déjà bien assez de personnes, hommes comme femmes, mais surtout des hommes, pour juger les comportements des femmes, pour que j'y participe moi aussi.
Donc en fait, elles font ce qu'elles veulent et c'est aujourd'hui mon point de vue, tu vois. Pareil pour... t'en parles aussi de l'hypersexualisation des corps sur Instagram. Ouais. Qui était un truc qui te bloquait à la base et puis maintenant beaucoup moins. De ouf pareil. Au début, misogynie intériorisée, un peu de mais celle-là, pourquoi elle se déshabille autant? Et franchement, ça m'arrive encore, tu vois. Et c'est là où je tiens à le dire parce que parfois on a un peu ce complexe, tu vois, dans la déconstruction de se dire, de s'en vouloir. Par exemple, si on va penser, c'est notre premier réflexe, je sais pas, c'est de voir une femme voilà dans la rue qui a une mini-jupe et des bottes hautes et le premier réflexe c'est de se dire oula qu'est-ce qu'elle veut celle-là. En fait c'est normal dans le sens où c'est ton conditionnement qui débarque et en fait la déconstruction c'est juste de savoir l'observer. Ça me fait penser un peu aux gens qui te parlent de méditation, mais tu vois c'est de savoir l'observer et juste se dire genre ok, c'est ma misogynie intérieure qui parle, je choisis de pas donner d'importance à cette pensée. Et en fait, moi, maintenant, j'ai envie de croire qu'au contraire, elle fait ce qu'elle veut. Et au final, au fur et à mesure, on va arrêter d'avoir ces pensées réflexes. Et donc, moi, c'est vraiment ce que je me suis dit avec, en effet, tu vois, ça peut encore m'arriver. Je suis très peu de people sur les réseaux sociaux, mais je suis Chiara Ferragni parce que je la trouve naturelle. Et bon, elle a quand même construit un bel empire, tu vois. Donc voilà, c'est pas trop le genre de contenu que j'apprécie, donc elle est pas toujours on top of my feed. Et il s'avère que quand elle est on top of my feed, c'est souvent parce qu'elle est en très très petite tenue. Donc parce que je pense que c'est ce que les gens like le plus, voilà, notamment les hommes. Et où en fait, plusieurs fois, tu vois, je me suis dit, mais vraiment ce truc de waouh, putain, elle a pas peur quand même. Genre, elle est suivie par des millions de personnes, elle est là. Pourquoi elle se montre autant? Vraiment, je l'ai déjà pensé. Et en fait, assez rapidement, je me dis, wow, Louise, genre, cheer her up. Genre, tu sais quoi, elle est tellement déconstruite, elle a tellement rien à foutre du regard des autres qu'elle fait ce qu'elle veut. Et en fait, bravo. Genre, en fait, je suis admirative, tu vois. Bon, on ne sait pas exactement pourquoi elle le fait, cela dit, mais si c'est ça, c'est génial, mais effectivement. Oui, mais en fait, même si elle le fait pour d'autres raisons, je suis personne pour la juger, tu vois. Oui, c'est ça, en fait. C'est sa vie, c'est exactement comme être. Si ça lui permet d'avoir des likes et de générer de l'engagement, et tant mieux pour elle. Ouais. Quelque part. Puis si ça la fait sentir bien, ça l'aide à se sentir bien dans sa peau parce qu'elle se libère de complexes, on n'en sait rien. Voilà. Donc, en fait, voilà, c'est ça. On peut pas savoir, on la connaît pas. Enfin, moi, je la connais pas. Donc, je sais pas du tout, effectivement. Je voulais juste parler du couple. 2 minutes. Tu parles dans le bouquin de Gossip Girl. Et d'un couple en particulier de Blaine et attends, c'est Blair Blaine et qui? Blair et Chuck. Ah oui, Blair, pardon. Blair et Chuck. Là, on voit qu'on n'est pas de la même génération. Là. Ah c'est là où moi j'ai pas maté Gossip Girl, je te confirme. C'est là où les 20 ans d'écart. Non, mais c'est clair, mais qui par ailleurs, tu vois, je le dis dans le livre, est une très bonne série. Mais je sais pas ce que vous allez dire par rapport à ça. Non, je voulais te demander. Où est-ce que je voulais que tu nous parles de ce couple d'abord et comment toi t'avais déconstruit ton rapport au couple. Donc Blair et Chuck, c'est vrai que c'est vraiment le cliché, tu vois, du couple désirable déjà, tu vois, dans les standards de beauté, dans les standards aussi racistes, transphobes et envers toutes les minorités. Ils sont vraiment dans ces standards-là. Et au-delà de ça, c'est vrai que ce que je trouve très dommage, je sais pas si c'est à ça que tu faisais référence, mais moi ce que je me souviens notamment dans cette partie-là, c'est le côté maltraitance en fait presque de Chuck envers Blair. Et qu'en fait, on est quand même amené à fantasmer, parce que la série te fait fantasmer, où en fait, le mec, il a beau, en fait, limite la violer une fois, t'es amené à trouver ça hyper sexy et excitant, parce que c'est ce qu'on porterait en fait dans la série. Donc tu vois, on joue sur la musique, sur les ambiances, sur le fait qu'à la fin, en fait, ils se remettent ensemble et que du coup, en fait, t'as l'impression qu'il fallait ça pour que ça arrive. Donc t'as tellement envie de les voir ensemble que tu finis par trouver ça sexy. Il a quand même à un moment, ça m'interpelle aussi, vendu à son oncle pour une transaction financière, et donc en fait elle doit passer la soirée à faire l'escorte, enfin tu vois, que des trucs comme ça où en fait il lui dit pas je t'aime, il est vraiment dans ce rapport, tu sais, de suis-moi je te fuis, fuis-moi je te suis, et en fait c'est juste toxique, c'est-à-dire on est dans l'exemple de la relation toxique, et en fait toi tout ce que tu veux en tant que spectateur c'est de les voir finir ensemble parce que on te vend ça comme l'amour passionnel. Et en fait, c'est vrai que moi, je suis une grande romantique dans le sens où, encore une fois, on est conditionné. Donc là, c'était pas ma famille, tu vois, mais c'était au contraire les livres et plus tard les films et les séries. Mais c'est vrai que moi, je suis avant tout une grande lectrice et j'ai commencé à lire très jeune. Et donc, tu vois, je me souviens qu'à 8-9 ans, je dévorais les Cœurs grenadines.
qui était une série. Donc je pense que là, il y a peut-être pas de relation toxique, mais en tout cas, il y a vraiment ce truc du fantasme, du prince charmant, du mec, du coup de foudre, un premier regard, et où en fait, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai été célibataire pendant aussi longtemps. Donc, tu vois, pour le dire, ça, je sais même pas si je l'ai déjà vraiment reveal. T'as peut-être une exclue, mais en fait, moi, mon premier vrai mec, c'est mon mec actuel que j'ai eu à 21 ans. Ah, waouh. Ouais, donc tu vois, quand même, quand je dis que j'ai été célib longtemps, c'est que j'ai été célib longtemps. Et Ouais. après, j'avais eu des petites histoires, mais c'était vraiment peanuts. Mais parce qu'en fait, je crois qu'au fond, bon, je pense qu'il y a plein de facteurs, mais qu'un des gros facteurs, c'est qu'en fait, j'attendais the one. Et en fait, je me suis assez rapidement rendu compte que, en fait, l'homme parfait n'existait pas, tu vois. Mais ça a vraiment pris du temps, quoi. Et heureusement que, tu vois, à un moment, je me suis lancée et j'ai pas attendu. En fait, c'était très simple. J'attendais d'être amoureuse pour sortir avec un mec. Et donc, c'est long. Ça peut être long. et donc en fait, je me rends compte aujourd'hui que c'est quand même assez rare de tomber amoureuse de quelqu'un sans avoir été en couple avec. Enfin, en tout cas, moi, c'est se mentir, en tout cas. je pense que c'est un peu, voilà, c'est de l'ordre du fantasme, sinon, quoi. Et où en fait, et du coup, voilà, j'aurais vraiment pu attendre longtemps, quoi. Donc c'est vrai que maintenant, j'en parle dans le livre. Pour moi, il faut apprendre à romantiser l'amour de la vraie vie. Et en fait, si dans les séries, dans les livres, on parle que de cet amour qui, je pense, existe, parce que j'ai quelques exemples autour de moi, tu vois, mais qui, en fait, il y a un peu une histoire de personnalité, de timing, de plein de choses, où en fait, t'en viens à peut-être trouver ta vie pourrie ou ton couple pourri, parce que c'est pas ce que tu vois dans les films, dans les séries et que tu lis dans les livres. Et donc en fait, tu vois, limite en fait, des femmes vont rester dans une relation toxique parce que l'amour il est un peu passionnel, alors qu'en fait, est-ce que ça vaut pas mieux d'être dans une relation avec peut-être moins de passion, mais qui en fait est hyper saine, où le mec te rend plus heureux que triste, quoi. Donc c'est pour moi là aussi une grosse déconstruction à avoir, et je suis contente moi d'être dans la relation dans laquelle je suis aujourd'hui, parce que ça a vraiment contrebalancé ce romantisme un peu démesuré, tu vois. En fait, ça peut sembler. Je voulais te parler de la série parce que moi, je crois beaucoup à la puissance des imaginaires, tu vois. Et en fait, on se rend pas compte comme ça parce que ça peut nous. Oui, bah oui, mais on sait que Gossip Girl, c'est pas la réalité. Tu vois, tu peux dire ça facilement, mais en fait, ça joue sur tes imaginaires. Et en fait, l'imaginaire, c'est comme. Enfin, en fait, la réalité, c'est que tout est imaginaire. Enfin, tu vois, il y a rien de vraiment très réel. Et donc nécessairement, quand tu vois des séries comme ça, que tu les regardes, que c'est ce que tu fantasmes, etc., bah, ça joue sur toi ce que tu vas vouloir pour toi, par définition, en fait. Et en fait, c'est en ça que c'est hyper important. C'est pour ça que je voulais faire le point, parce que ça me semblait important. Mais franchement, c'est pour ça que moi, dans mon livre, je parle beaucoup du monde, tu vois, je sais pas comment on parlerait, l'imaginaire, c'est un bon terme, mais moi, j'essaie toujours de refourguer à la fois livre, film, série, mais c'est qu'en fait, voilà, ces trois principaux moyens de consommer du divertissement, on va dire, jouent énormément dans notre construction sociale, c'est clair. Et bon, moi, je suis très contente d'avoir lu autant enfant parce que ça m'a apporté plein de choses. Mais en tout cas, ça, je pense, ça m'a desservi, tu vois, sur cette image de l'homme parfait. Et du coup, pour revenir au début de la conversation, Disney a un peu participé à ton conditionnement. Ouais, Disney. Et au conditionnement de beaucoup de gens. Ouais, encore plus les livres, mais Disney aussi, c'est clair. Enfin, tu vois, il y a quand même ce truc aussi dont je parle dans le livre. Il faut quand même savoir que la petite sirène, le prince tombe amoureux d'elle alors qu'elle n'a jamais ouvert la bouche. Donc en fait, je me souviens pas de la petite sirène. Bah parce qu'en fait, la petite sirène, le deal, c'est qu'elle perd sa voix, elle donne sa voix à la sorcière. Qui est donc en plus, comme par hasard, une femme pas du tout dans les sortes de beauté pour changer, alors que la petite sirène l'est totalement, et donc en fait elle donne sa voix magnifique pour devenir humaine, et elle rencontre un prince qui tombe amoureux d'elle, et en fait ça j'en parle dans le chapitre sur la beauté, je crois. En fait ça en dit tellement long sur ce qu'on est ce qu'on pense, ce qu'on attend de toi, ce qu'on attend, en fait ce qu'une femme va finir par penser que ce sont ses atouts dans la vie, tu vois. Qu'en fait, pour plaire, il faut vraiment juste qu'elle ait le physique de l'emploi. Et que y a rien d'autre à côté. Alors qu'un mec, tu vois, franchement, tu demandes je pense que là, si on fait le test, ou quand même on se demande entre nous, tu vois, toi, qu'est-ce que tu recherches chez une femme? Bon, toi, t'es déconstruit, donc ce sera peut-être pas le cas. Mais tu demandes à un mec de 20 ans, il va te dire très sérieusement, moi j'ai des potes, ils le disent, une femme avec des gros seins, une femme, tu vois, genre dont mes potes sont jaloux, bon, qui rigole à mes blagues, qui me fait des bons petits plats. Enfin, il y a vraiment ce truc-là.
Alors que tu demandes, tu vois, moi je demande à des potes, j'ai des potes, elles vont vraiment me dire, moi je veux un mec que j'admire, qui me fasse rire, qui est intelligent, où on est beaucoup plus dans le l'être que dans le paraître. Et où en fait la femme, on est encore vachement dans le paraître, dans le couple, quoi. Ouais, c'est totalement vrai. Totalement vrai. C'est assez. Et ce que tu disais sur finalement la femme comme pas comme bijou, mais comme faire valoir, c'est encore hyper vrai. Le terme femme trophée, là encore, n'a pas d'équivalent au masculin. Encore une fois, la sémantique, on dit toujours long sur ce qu'il y a derrière à déconstruire. Ouais, totalement. C'est ouf. Ce podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir ou claquer la porte. La fameuse question. Ouais, j'aime bien réfléchir un peu pour... Désolée, ça te fait du montage. Non. Parce que fermer la porte, j'aimerais bien ouvrir la porte à quelque chose quand même. J'aimerais fermer la porte aux préjugés. Même claquer la porte aux préjugés parce que on en est tous vraiment victimes et au jugement de manière générale, tu vois. Genre, j'ai tout un chapitre dans le livre Se libérer du regard des autres parce que pour moi, le jugement, c'est un piège pour tout le monde. Et le jour où on arrête de se juger soi, on arrête de juger les autres et vice versa. Et j'aimerais ouvrir la porte au prendre soin de soi et où le soi n'est plus le paraître mais l'être. Ce que ton podcast permet bien, mais c'est vrai que après, je pense que ça dépend aussi peut-être des gens, mais on perd tellement d'énergie à bosser notre paraître qu'on délaisse notre être. Et je sais pas, en fait, si... Enfin, tu vois, en t'en parlant, je réfléchis, mais... Par exemple, peut-être que c'est une forme de protection, tu vois. Parce que moi, quand je me souciais de mon paraître, au final, j'allais assez bien intérieurement. Là où aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de mal avec ma vie intérieure et je sais pas, hein, c'est très certainement aussi le fait qu'à mon avis, quand tu prends de l'âge, entre guillemets, tes névroses deviennent un peu plus puissantes, mais où en fait, parfois, je me dis, je dépensais tellement d'énergie à contrôler ma bouffe, mon poids, qu'en fait, j'avais pas le temps d'aller voir ce qu'il y a derrière, tu vois. Et une fois que t'affrontes ce qu'il y a derrière, c'est pas Jojo. Et là, je suis en plein dedans, tu vois. Et c'est donc d'un côté, j'ai envie d'inviter les gens à faire ce taf-là. Je pense que peut-être, tu vois, dans quelques années, je serais passé de l'autre côté. Et l'idéal, c'est peut-être de traverser ces deux phases-là. Mais tu vois, je me dis, il y a peut-être des personnes, enfin déjà dire des femmes, mais des femmes comme des hommes qui passent toute leur vie à rester dans le paraître et qui du coup souffrent pas tellement parce que ça fait mal. Mais franchement, ça fait vraiment pas très mal de se trouver pas joli comparé à ce que tu peux aller chercher derrière à l'intérieur, quoi. En fait, je crois que quand tu suis des règles, de manière générale, c'est quand même assez facile. Ouais. Donc parce que tu te poses pas de questions. Donc par définition, t'as pas besoin de te prendre la tête. Que à partir du moment où il y a plus de règles et que t'es livré à toi-même, tu vois, c'est quelque part la religion catholique ou les religions de manière générale. Tu vois, on en pense ce qu'on veut, etc. Moi, j'ai pas d'éducation religieuse, mais quelque part ça donnait des règles, tu vois, et donc du coup fallait faire ci, fallait faire ça, et maintenant que les gens sont livrés à eux-mêmes, c'est un chouïa plus compliqué, du coup. Totalement. Et en effet, on se rend compte au final je pense, des bienfaits du cadre dont on n'avait pas conscience parce qu'on voyait que le côté négatif de ça. Et enfin, moi, j'en suis vraiment une des plus grandes advocates, entre guillemets, tu vois. Je suis pour ce côté on envoie valser les règles, mais je suis pas forcément pour ne plus avoir de cadre. Et typique, je pense qu'on a beaucoup perdu je pense que tu as fait des podcasts aussi là-dessus, on a beaucoup perdu d'avoir perdu j'ai perdu 4 fois, mais d'avoir perdu ce côté tribu. Tu vois, ouais. Je pense j'ai regardé Frères des ours il y a pas très longtemps. Encore une fois, je reste fan de Disney. Et en fait, je trouve qu'il y avait, à mon avis, un truc très sain dans la construction de l'enfant, d'avoir et les grands-parents et les figures du sage et d'autres gens que tes parents, en fait. Parce que, encore une fois, si t'as des parents difficiles ou en tout cas que tu vis pas dans un environnement familial très sain, c'est un peu la merde parce que t'as rien d'autre, quoi. T'as l'école, mais l'école, c'est pas non plus l'environnement le plus bienveillant de la Terre. Moi, en fait, pour m'intéresser pas mal à l'anthropologie, moi, c'est pas mon combat particulièrement, mais disons que je crois pas du tout dans la famille nucléaire, donc le papa, la maman, les enfants.
Je crois pas du tout à cet individualisme forcené qui a grandi vraiment depuis 70 ans, hein, parce que c'est pas si vieux que ça. Je pense que effectivement, on est fait pour vivre ensemble. Et enfin, pour les parents, c'est impossible d'éduquer un enfant à deux. Pour l'enfant, effectivement, t'as raison. Tu vois, il y a cette expression "it takes a village". Ça prend un village entier de. Et effectivement, je crois que c'est pas fait pour en fait. Donc, je pense en effet que les gens allaient vraiment mieux à cette époque-là. Après, on ne sait pas, on n'était pas là, hein, mais voilà. Après, il y a plein d'autres trucs qui allaient pas, mais en tout cas, ça. C'est clair. Ça, à mon avis, c'était assez positif. Exactement. Je suis assez d'accord. Trop cool. Merci beaucoup, Louise. Merci à toi, Greg. C'était trop cool. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.